Alors que la RDC traverse une crise profonde marquée par des violences, des répressions politiques et une détérioration des conditions sécuritaires, le discours prononcé par le président Tshisekedi à l'ONU semble déconnecté des réalités de son propre pays. Tandis qu'il cherche à redorer son image internationale, la situation sur le terrain reste alarmante, avec des accusations de violation des droits humains et des tensions politiques croissantes. On se permet au cours de cette émission d'examiner comment le président Tshisekedi, malgré ses efforts de communication à l'international, peine à convaincre face à une communauté internationale bien informée et une opposition de plus en plus mobilisée. Nous allons explorer les contradictions entre son discours et les faits, ainsi que les impacts de ses alliances et décisions politiques sur l'avenir de la RDC. On y revient comme d'habitude avec Tite Gatabazi, juriste et analyste politique. Bonjour Tite. Bonjour Révérien. Et comment expliquez-vous le décalage flagrant entre le discours de Tshisekedi et la réalité sur le terrain en RDC? Ah mais on peut dire, en essayant de se pincer le nez, qu'on commence à s'y habituer. Tshisekedi a menti plusieurs fois, Tshisekedi a fait des compromissions, Tshisekedi est allé jusqu'à la trahison. Et donc, actuellement, il est dans un discours victimaire qui est en décalage. Ça fait vraiment le jour et la nuit entre la réalité qu'il y a au Congo et le discours à la fois illusoire. Je vous prends quelques exemples. Dernièrement, on a vu les images qui sont difficilement digérables à la prison de Makala. Ouais. C'est un véritable carnage effectué par les forces de sécurité de Tshisekedi. Mais quand même, Tshisekedi n'allait pas évoquer ce sujet parce que il n'allait pas l'évoquer. Mais ça, c'est ça la réalité de terrain. Ouais. Quand il va se faire passer pour champion des droits de l'homme et qu'il sollicite même un siège au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève, les gens voient ce qui se passe sur le terrain. Au mois d'août de l'année dernière, à Goma, sa garde, la garde présidentielle, a commis un carnage à Goma. Il a légalisé les Wazalendo. Tout le monde le lui reproche. Tshisekedi travaille avec des mercenaires qu'il a recrutés. Ça, c'est interdit par le droit international. Mais tout le monde voit ça. Mais Tite, c'est pas légal au vu du droit international. Mais quelles sont aussi les mesures de répression contre donc en cas de dérapage? Il n'y a les Nations Unies, là où il était, les Nations Unies ont fait des rapports comme quoi il n'existe pas de mécanisme de répression contre les violations des droits de l'homme, les persécutions. Les FARDC sont réputés. On dit les FARDC volent les citoyens. Les FARDC violent les filles et les femmes. Les FARDC massacrent la population. Et le président, il est là, il va faire des discours aux Nations Unies. Le président Tshisekedi avait promis aux Congolais de venir s'installer à Goma jusqu'à ce que la sécurité revienne. Le président Tshisekedi, pour dire comment il ment, il fait de fausses promesses, il ne tient jamais parole. Tshisekedi, par lui-même, en qualité de président, avait dit que les revendications du M23 étaient des revendications légitimes, étaient des revendications politiques, et qu'il allait y apporter une réponse politique. Qu'est-ce qui se passe? Il va légaliser les Wazalendo, il va faire la montée en puissance des FARDC, il se met à prononcer des discours de haine contre les Tutsis congolais, ils sont persécutés, et il y a comme une prime à ceux qui persécutent les Tutsis congolais. Qu'est-ce que Tshisekedi a comme discours à aller présenter à la face du monde? Parce qu'aujourd'hui, le monde est interconnecté. Ce qui se passe dans les camps de déplacés à Mugunga, où vous avez les Wazalendo qui sont en train de tirer à bout portant sur des femmes qui ont des enfants sur le dos. Ces images font le tour du monde. Donc, ceux à qui Tshisekedi s'adresse dans la salle
des Nations Unies et qui est projeté dans le monde. On se moque de lui. On se moque de lui. On le regarde comme ça, on dit, mais ça c'est quel président? Apparemment, quelqu'un a écrit depuis New York d'ailleurs, qui doit être un Congolais. Le Congolais a dit, Tshisekedi n'aime pas les Congolais. Et il a des doutes. Il pense que Tshisekedi ne s'aime pas lui-même. Parce que ce qu'il est en train de faire, ça va se retourner contre lui. Non, alors il cherche à embellir son image au vu de la communauté internationale. Parce que, comme il a raconté de bonnes choses en RDC, en ignorant justement tous ces troubles, donc c'est une façon quand même de redonner son image. Il veut avoir une image de président. Le costume lui est trop grand. Et justement, l'opinion voit bien que Tshisekedi se fourvoie. Il va faire un discours alarmant, victimaire. Et tout le monde sait que Tshisekedi entretient 250 groupes armés dans son pays. Lui seul. Ben, il est à la tête du pays. il a la charge de la sécurité de ses concitoyens. Non, peut-être c'est parce qu'on parle aussi certains membres de son gouvernement est responsable de ces mouvements rebelles. Je ne pense pas que lui oserait quand même entretenir un groupe rebelle dans son pays. Révérien, il y a ce qu'on appelle une responsabilité. Le chef de l'État est le premier responsable de la sécurité de ses concitoyens. Le citoyen qui est au fin fond du pays réclame ses droits vis-à-vis du président de la République. Et Tshisekedi prétend qu'il a été élu. Vous ne pouvez pas avoir... Mais c'est vrai, il a été élu. Il prétend. Il prétend, on ne va pas refaire les élections de décembre 2023 ici. On a vu les gens porter des machines. On a vu des gens voter dans leur maison. Là n'est pas le sujet du jour. On ne peut pas avoir le plus grand communicateur de l'UDPS, qui est le parti du président, Joël Kitenge, pour ne pas le citer, qui vous cite des ministres en fonction. Muhindo Nzagi, Paluku Julien, et avant, dans le précédent gouvernement, il y avait Mboussa Nyamwisi. Il vous détaille les groupes armés que ces gens entretiennent. Il vous explique les conflits qu'il y a entre ces trois-là qui se battent pour être leaders des Bandande dans le nord du pays. Il vous dit comment les ADF sont soutenus localement par les partisans de ces gens-là. Ces gens sont choisis par Tshisekedi pour entrer au gouvernement. Tshisekedi est quand même au courant de ce qu'ils font au nord. Ça veut dire que Tshisekedi se fout des morts de Beni et des environs. Il y a des centaines de morts à Lubero et Tshisekedi boit du champagne avec Muhindo Nzagi. Il y a des milliers de morts à Butembo. Tshisekedi s'en fout éperdument. Ituri, vous avez les Codeco. Est-ce que vous avez entendu une fois Tshisekedi se plaindre de l'inefficacité des FRDC en Ituri? Non. Les FRDC sont avec les Codeco. Est-ce que vous avez entendu Tshisekedi parler de la situation au sud Kivu, à Minembwe, où on est en train de massacrer les gens? Non. Il se cache derrière son petit doigt. Mais comme le monde entier a accès à ces images auxquelles nous aussi on assiste, regardez le cannibalisme qu'il y a dans ce pays. C'est ça les droits de l'homme? Un opposant politique vient d'être, on va peut-être pas le dire face à caméra, mais on connaît le problème de Jacques Ndala, appréhendé par l'ANR et qui est mis dans une cellule au secret, et à la demande d'une femme qui se prétend être très proche de Tshisekedi, on dit voilà, il faut lui faire subir ce qu'on appelle en droit des traitements inhumains et dégradants. La dignité de Jacques Ndala a été violée. Voilà, tout le monde a vu ça. Nous avons des images qui sont insoutenables. Alors, il n'y a pas que lui. Après, vous avez des assassinats politiques.
Vous avez des emprisonnements au motif qu'on ne connaît pas. Vous avez le parrain qui a porté Tshisekedi quasiment jusqu'à la présidence. Jean-Marc Kabundi, il est où? Il est en prison. Mike Mukebai, ce citoyen jovial qui n'aimerait qu'une chose, de devoir démarrer son pays et que Kinshasa soit propre et tout ça. On le met en prison parce qu'il dit ce pouvoir est incarné par la corruption, les détournements, les frappeurs et les jouisseurs. Mais ça ne se passe pas en vase clos. À Kinshasa, à Lubumbashi. Ça se fait au grand jour. Ça se passe au grand jour. Alors, la question est de savoir, aujourd'hui, si Tshisekedi cherche à redorer son image, mais tout en ignorant aussi toutes les voies pour trouver la solution à la crise. Donc, en tout là, je vais dire, le processus de Nairobi, qui rejette carrément. Comment vous analysez justement cette négation, en fait, de la situation réelle en RDC, avec l'ignorance justement deux voies pour trouver des solutions durables? Oui, il s'est inscrit dans le déni, mais il y a des motivations derrière ça. Que demande le processus de Nairobi? C'est un dialogue politique entre Congolais pour analyser froidement les causes profondes des crises récurrentes dans ce pays. Quand vous avez les causes des crises, vous allez parler de ces groupes armés qui pilulent. Vous allez parler de ceux-là qui entretiennent ces groupes armés. Vous allez dire ce que font... Y compris donc le M23 qui est en train y compris le M23. Lequel M23 est le seul mouvement rebelle qui a des revendications légitimes. Reconnues par le gouvernement, ils ont signé des accords en 2019. Et combattus en même temps par le gouvernement. Combattus, mais ce qui est curieux, c'est que M23, ça veut dire mouvement du 23 mars. Ouais. Le 23 mars, il y a eu des accords signés entre le CNDP et le gouvernement congolais. S'ils ont signé, ça veut dire qu'il y avait au moins quelque chose de sérieux, de palpable dans ces accords, qui ont été violés par le gouvernement. Tshisekedi s'engage, quand il arrive au pouvoir, à régler la question. Il invite le M23 à Kinshasa. Il les fait poireauter pendant 14 mois, mais il se dérobe. Des 250 groupes armés. Mais par après, quand même, il faut se souvenir qu'il a rejeté, il a dit non, je n'ai jamais rencontré ces gens. Il ne les a pas rencontrés, mais il a mandaté son ministre de l'Intérieur. Ouais. Gilbert Kankonde a passé 14 mois à discuter avec le M23. C'est là qu'on se dit, mais à quoi joue Tshisekedi? Est-ce que quelqu'un dans l'entourage de Tshisekedi lui a dit qu'il y avait l'unicité du gouvernement? Est-ce qu'on lui a dit qu'il y avait une solidarité gouvernementale? Est-ce qu'on lui a expliqué qu'un ministre applique la politique du chef de l'État? Un ministre n'a pas de politique. Le ministre de l'Intérieur, vous pouvez le mettre à la justice, vous pouvez le mettre à la jeunesse, vous pouvez le mettre... Mais il applique la politique. Ouais. Qui lui donne le président. Voilà, on revient sur le processus de Nairobi. Je finis ça pour dire, il ne peut pas se cacher derrière son petit doigt pour dire, ah, moi je ne les ai jamais reçus, donc ça ne m'engage en rien. Il a mandaté son ministre de l'Intérieur, en la personne de Gilbert Kankonde, qui a discuté avec le M23 pendant 14 mois. Donc, aujourd'hui, il parle de la résurgence du M23. Et pourquoi? Si le M23 a repris les armes, c'est parce que ce qui a été convenu, encore une fois, n'a pas été respecté. Mais comment expliquez-vous qu'il aille dire que la crise humanitaire qu'il y a à l'est de la République démocratique du Congo est du fait du M23? Le M23 a été défait militairement en 2013. 2012-2013, M23, ça crie, ça chante. Le M23 quitte la scène. Mais les groupes armés sévissent encore là-bas. Vous avez les FDLR, vous avez les Maïmaï. Vous avez un problème auquel le gouvernement ne veut pas s'attaquer. Et on tasse comme ça les choses. Les Tutsis congolais sont persécutés. Et à la limite, on dit le gouvernement regarde ailleurs. Tshisekedi semble reprendre le flambeau. Mais il est repris par qui?
par les chefs de guerre qui ont les groupes armés, lesquels groupes armés montent la garde autour des carrés miniers de ces Moïno Nzagi et Paluku et consorts, lesquelles personnes rétribuent. C'est ça la véritable question qu'il faut adresser en République démocratique du Congo. C'est quoi qui bloque pour qu'on en arrive à Nairobi à discuter des causes de l'instabilité et des crises récurrentes à l'est du Congo? Qui est responsable de quoi? Après, on peut trouver des mécanismes pour dire on ne va pas mettre tout le monde en prison, on ne va pas mettre tout le monde, on ne va pas les pendre. Il y a des mécanismes de réconciliation. On peut réhabiliter les chefs traditionnels, les chefs coutumiers. On peut convenir des mécanismes pour dire les Sud-Africains ont fait ça. Au Rwanda, on a fait ça. Pourquoi ça ne peut pas inspirer la République démocratique du Congo? Mais vous avez à la tête du pays quelqu'un qui ne veut pas en entendre parler. Quelqu'un à qui, quand on s'adresse à lui en parlant de solutions politiques, dit-il, de solutions politiques qui passent par le dialogue. Un jour, il dit oui, un autre jour, il dit non. Un jour, il dit oui, après, il dit qu'il s'est trompé. Il signe, après, il dit non, non, le document que j'ai signé, ce n'était pas celui-là, réécrivez-le comme ça. Ce sont ces tergiversations qui sont de la responsabilité pleine et entière de Tshisekedi qui font perdurer la crise, et on ne peut pas faire ni Nairobi ni Luanda. Alors, quels sont les vrais motifs justement de rejeter ce processus de Nairobi, alors que ça contient quelques pistes pour trouver une solution? Nairobi était une chance formidable pour ramener tous les groupes armés, pour demander au M23, c'est quoi ce que les Aïros appellent, les Congolais, pardon, le lapsus il est quand même assez révélateur, ce que les Congolais appellent cahier de charges. Il n'y a que le M23 qui a un cahier de charges. Les Codeco, ils sont là pour exterminer les Hema, les Maïmaï au sud Kivu doivent s'occuper des Banyamulenge et tout ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a eu 2 séances à Nairobi. Le mandataire du chef de l'État vient jouer la diversion. Il fait capoter la réunion. Parce qu'il y a des lobbies de ces gens qui entretiennent ces groupes armés, qui tiennent quasiment en otage ou qui emprisonnent le chef de l'État pour lui dire on ne veut pas de discussions en Nairobi pour ne pas être dénoncé, pour ne pas perdre nos richesses, même si on fait du commerce illicite. Et donc, c'est ces gens qui alimentent les couloirs du pouvoir en dollars, qui quasiment détiennent l'agenda de ce qu'il faut faire. Ça veut dire saboter Nairobi. On a saboté Nairobi et on a entendu de la bouche du président de la République dire Nairobi c'est mort. Il s'est permis d'être très impoli avec le président Ruto du Kenya. Oui. Et donc, en insultant comme ça le président Ruto, en déclarant que Nairobi était mort et enterré, c'est pour dire qu'il se décale de Nairobi. Il veut chercher une autre voie. Il est en train de faire pareil avec Luanda. Et dans son discours des Nations Unies, il y a quand même une phrase qui m'a interpellé. Tshisekedi propose aux partenaires du Congo de lui trouver un autre mécanisme pour arriver à faire la paix dans son pays. Ça veut dire quoi? Un troisième. Je ne veux plus de Nairobi, ça c'est mort. Luanda, ça m'embête beaucoup. Trouvez-moi autre chose. Elle est où la boîte à outils où vous allez enterrer Nairobi, où vous ne voulez pas de Luanda? Non, il me faut autre chose. Mais pourquoi? Il fait diversion, il veut gagner du temps. Il n'est pas disposé
à faire la paix dans son pays. Alors, souvenez-vous que le médiateur dans ce conflit, le président angolais, João Lourenço, avait présenté quand même des espoirs par rapport à l'avancement de ces processus de retrouver la paix en RDC. Qu'est-ce que vous pensez de ces deux temps, en fait, que traverse la RDC? Oui, vous voyez bien comment le problème est très difficile. Et il tient comme ça à des individus avant de regarder le noyau du problème. Le président Lourenço, dans toute sa sagesse, un homme d'État, très posé, assez réfléchi, arrive à la tribune des Nations Unies et dit « J'ai soumis une proposition aux deux chefs d'État et j'ai bon espoir. » En fait, je ne vous dis pas que ça va marcher, mais j'ai bon espoir que ma proposition va être adoptée. Mais il est en train de ramer le pauvre président angolais parce qu'il a réuni plusieurs fois les ministres des Affaires étrangères du Rwanda et du Congo. Il est arrivé à obtenir que les experts militaires du renseignement puissent se joindre à cette équipe autour des ministres pour aller donner sur le plan technique comment on peut avancer. Ces gens se sont réunis à Luanda, si je ne m'abuse. Ils sont venus à Goma, ils sont venus à Rubavu. On en avait, je crois, déjà parlé. Ouais. Et ils produisent comme ça leur rapport qu'ils soumettent au ministre. Mais la ministre congolaise des Affaires étrangères arrive et dit « Désolé, nous, on ne veut plus de neutralisation des FDLR. Nous, le dialogue, non. On n'a plus rien à faire. » Ça s'appelle de la mauvaise foi. Il faut écouter le ministre rwandais des Affaires étrangères, l'ambassadeur Olivier Nduhungirehe, sur la voix de l'Amérique. Il est à New York à l'Assemblée générale des Nations Unies. Qu'est-ce qu'il dit en deux mots? Il dit « Nous faisons face à la mauvaise volonté du Congo. Il nous fait jouer du valse. On va à Nairobi et le médiateur commence à s'agacer. » C'est ça le grand problème qui est au niveau des individus, à commencer par le sommet de l'État, où vous avez des intérêts assez contradictoires. Il y a beaucoup d'argent qui circule. Pourquoi? Pour maintenir le statu quo à l'Est. C'est pour ça que ce Congolais-là est très intéressant. C'est lui qui dit Tshisekedi n'aime pas les Congolais. Je me demande même si Tshisekedi s'aime lui-même. Parce que ce qu'il est en train de faire n'est pas humain. C'est ça la grande difficulté. Oui, là peut-être ça. Là, on se base peut-être sur ces deux faits. Donc le premier, donc le fait d'avoir rejeté le processus de Nairobi et maintenant qu'il ignore aussi Luanda aussi qui visait à rétablir les bonnes relations avec le Rwanda. Donc c'est qui s'attire les foudres donc de toutes parts, de l'intérieur et de l'extérieur. Qu'est-ce que vous pensez? N'est-ce pas vraiment une bombe à retardement pour lui, hein? C'est pour ça que en interne, déjà, sans parler du problème avec le Rwanda, sans parler du M23, si on mettait Nairobi et Luanda de côté, la situation politique intérieure, elle est délétère. Son propre parti, l'UDPS, est bicéphale aujourd'hui. On ne sait pas si c'est Kabouya qui est secrétaire général, on ne sait pas si c'est un tel. Il y a deux camps qui arrivent chaque fois à la permanence pour se jeter des anathèmes. Ça veut dire que ce parti est allé jusqu'à perdre son identité. Mais c'est le parti du chef de l'État. Un parti politique, ça sert à produire de l'intelligence. Vous avez l'opposition. Et quand vous êtes opposant ou vous êtes arrêté, vous êtes mis en prison pour de mauvaises raisons ou vous subissez un assassinat politique. Les Congolais pleurent jusqu'aujourd'hui. Feu Chérubin Okende, qui était député et ancien ministre. Kamere a échappé à une tentative d'assassinat. Bahati Lukwebo, membre de l'Union sacrée, jusque quand on ne sait pas, menace de quitter l'Union sacrée. Hier, l'opposition avec en tête Katumbi et les forces politiques et sociales ont marché sur le palais de justice pour demander la libération des prisonniers politiques, pour demander une justice. Vous voyez ça?
Et le monde entier est en train de suivre ça quasiment en temps réel. Et Tshisekedi va nous faire son cinéma aux Nations Unies pour pleurnicher. Il ne peut pas être crédible aux yeux de qui que ce soit. Peut-être son ami Ndayishimiye qui est allié dans les coulisses des Grands Lacs. Bon, comme si cela ne suffit pas pour narguer suffisamment le Rwanda, il faut s'allier avec les opposants du Rwanda, les Rwandais poursuivis pour avoir commis le génocide, avec des gens qui prennent le temps juste pour lancer des messages contre le Rwanda. Quelles sont les répercussions justement par rapport à ces propos, hein? Tout ça, ça fait un nœud qui est en train de se former dans les pieds de Tshisekedi. Tshisekedi dit qu'il soutient le processus de paix, qu'il est engagé aux côtés du président Lorenzo pour trouver la paix à l'Est. Vous avez dans Luanda la neutralisation des FDLR comme condition sine qua non. Parce que les FDLR menacent la sécurité directe du Rwanda. Pas du Rwanda seulement, mais de la région. Ça peut être une poudrière pour la région. Mais le premier concerné, c'est le Rwanda. Les FDLR, c'est l'idéologie génocidaire. Il a traîné les pieds au point où, finalement, à force de taper sur sa tête, il a eu un espace lucide pour comprendre qu'avec les FDLR, il n'ira pas loin. Finalement, il consent à la neutralisation des FDLR. On obtient le chronogramme. Pendant que Luanda discute, à Luanda, à Goma et à Gisenyi, je l'ai dit, Tshisekedi prend attache pour faire venir des génocidaires avérés parce que condamnés par le TPIR, les amener à Kinshasa. Ils ne viennent pas en vacances, hein. Ils viennent pour prendre la direction des FDLR. Tshisekedi est avec le président burundais Ndayishimiye pour dire « Envoyez-moi encore des troupes ». Les troupes, ça n'est pas des boy scouts qui viennent faire le camp scout. Ils viennent canarder les Tutsis congolais. Tshisekedi reçoit ostensiblement tout ce que le monde reprouve parce que proche du négationnisme. Ceux qui ne sont pas négationnistes ont plongé les racines dans l'idéologie génocidaire. Le fils Habyarimana, Jean-Luc, reçu à Kinshasa, qui vient plaider la cause des FDLR, qui l'écrit même sur son compte X, pour dire c'est vraiment une faute morale, éthique de démanteler les FDLR. Et on voit Tshisekedi dans cette voie-là. Est-ce que c'est la voie de la paix ou c'est la voie de l'escalade? C'est ça, au début, quand on parlait de contradiction de Tshisekedi. Tshisekedi dit une chose et fait son contraire. Cette alliance qu'il veut étoffer autour des FDLR, c'est pour quoi faire et contre qui? C'est ça la grande difficulté. Déjà que les FDLR, avec les mercenaires, avec les Burundais, je ne parle pas beaucoup de la SADC, cette proximité idéologique avec le Burundi, la rumeur, je ne sais pas si elle est confirmée ou pas, une réunion secrète entre FNL, Rusesabagina, FLN, Rusesabagina, ça parle au Rwandais. Il a tué des gens au Rwanda. Il est condamné par la justice rwandaise. Il est déclaré terroriste. Il bénéficie de la grâce présidentielle, mais il a violé le compromis qu'il avait eu avec le gouvernement. Et ces gens viennent se réunir au Burundi. Qu'est-ce que... C'est pas un séminaire sur la paix, la sécurité, la gestion des conflits. Ils veulent attaquer le Rwanda. Et on apprend comme ça que, apparemment, ça ne s'est pas bien passé pour eux. En tout cas, ils ne sont pas rentrés à domicile.
Et tout ça, le monde voit ça. Ceux à qui Tshisekedi s'adresse, qu'est-ce qu'il leur dit? Parce qu'ils ont ces rapports-là. Parce qu'ils ont les images auxquelles nous tous, nous avons accès. Il ment. Il est compromis dans ces histoires de corruption, de trafic en tout genre. Et il menace le Rwanda. Je crains qu'on ne le tienne pour responsable de ce qui va arriver peut-être demain, parce qu'il tient beaucoup à ces FDLR-là. Parce qu'il arme les FDLR. Les FDLR ont déjà attaqué le Rwanda à Kinigi. On a eu les gardes de Rusesabagina. Donc on connaît. Donc, il ne faut pas demander au Rwanda de baisser la garde. Hein. Ah, pas du tout. Ce serait suicidaire pour le Rwanda. Ouais. Il ne faut pas demander au Rwanda beaucoup plus d'efforts et caresser Tshisekedi dans le sens du poil. Ce sera contre-productif. À un moment donné, le risque qu'il y a, c'est ce risque d'embrasement. Parce que Tshisekedi, dans son immaturité et son irresponsabilité, quelqu'un va venir lui souffler à l'oreille pour dire, vous savez quoi, vous avez déjà promis qu'à la moindre escamouche, vous lancez des bombes sur le Rwanda. S'il n'y a pas de retenue, on a vu beaucoup de petits militaires. On ne sait pas, est-ce qu'on l'a envoyé, est-ce que c'est une initiative, ce qu'on appelle le loup solitaire. Est-ce qu'il a fumé pour venir tirer des balles réelles sur les militaires et les policiers rwandais qui gardent la frontière à Rubavu. La petite barrière qui est très fréquentée à la fois par les Congolais et les Rwandais. Tout ça, c'était de la provocation. Mais l'avion Sukhoi s'est posé à Rubavu. On n'a pas oublié tout ça. C'était, voilà, des tentatives de provocation. Et à un moment donné, je crains que Tshisekedi aura le dos au mur face à toutes ces contradictions. Les chefs des groupes armés qui l'alimentent en monnaie trébuchante vont dire il faut attaquer le Rwanda. Et ceux qui vont acheter les armes devront justifier les rétrocommissions. La région va lui dire s'il vous plaît, revenez à Luanda. Il va dire attendez, j'arrive. Les FDLR vont faire pression pour dire nous on est impatients, on avait convenu qu'on vous aide, mais nous devons attaquer le Rwanda et notre aile politique est en train de nous soutenir. Ils risquent de commettre l'irréparable. Mais là aussi, il faut ajouter aussi la pression interne sur les opposants qui demandent quand même la libération des politiciens politiques. La tentative de Tshisekedi s'inscrit, merci beaucoup, s'inscrit dans... il a essayé d'obtenir l'union sacrée autour du chef de guerre. Je crois qu'à un moment donné, quelqu'un doit lui avoir soufflé qu'il pouvait s'inscrire dans l'histoire et être l'héritier de Churchill. Mais il faudra qu'il lise bien, je ne sais pas s'il lit, il faudra qu'il lise bien les mémoires de Churchill. Churchill a dit, vous aurez la guerre et l'opprobre de la guerre. L'opposition ne lui donne pas cette opportunité d'être derrière lui pour faire la guerre. Parce qu'il y en a qui sont quand même assez outillés et qui disent il y a beaucoup de mensonges dans cette affaire, il y a beaucoup de diversions. Tshisekedi nous embarque pour pas qu'on s'occupe des problèmes du pays. Le pays est mal gouverné, c'est devenu une chanson populaire. Il y a de la corruption dans ce pays. L'argent de l'État va où? 16 milliards de dollars annuels, zéro réalisation. Où est allé cet argent? Plutôt que de parler de ça, c'est qu'il devait distraire les Congolais sur une fameuse agression extérieure. Et l'opposition ne le suit pas. Et la société civile ne le suit pas. Et l'Église catholique est très critique contre lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Un jour, il a menacé le cardinal Mbongo d'engager une action judiciaire contre lui. Voilà. Et l'opposition
je crains qu'elle ne soit pas suffisamment forte et structurée pour faire barrage à ce qui peut devenir une folie meurtrière de leur président. Alors, pour terminer, Tite, qu'est-ce qu'il faut espérer justement face à cette ignorance du président Tshisekedi, face à toutes ces pressions internes, comment la situation va finalement être dénouée dans ce contexte? Elle ne sera pas dénouée de sitôt parce que on fait face à un mur d'incompréhension, à un mur de déni. On a comme ça cette rhétorique victimaire, on a le discours de haine qu'il entretient, on a la persécution des Tutsis congolais, je l'ai dit, je le répète 1 million de fois. Il veut une solution militaire. Il se plante chaque fois. Il a trouvé son bouc émissaire que le Rwanda. Je crois que le Rwanda est serein, tranquille, pour ne pas dire plus que ça. Mais comment dénouer ça si le chef de l'État, premier décideur du pays, refuse catégoriquement le dialogue? Comment arriver à une solution si le président lui-même vous dit le problème est politique, mais moi je vais le résoudre militairement. Et l'armée chef est à lambeau, l'armée, la coordination, ça ne va pas. L'armée, votre armée, est en train de vendre les armes que vous avez données aux milices. Et cette armée, est-ce qu'elle va vraiment vous ramener une victoire? Non. La classe politique n'est pas avec vous. Même votre propre parti, il est divisé. Ça ne produit pas de la réflexion pour vous dire demain ce pays va se porter de cette façon. Cette crise sécuritaire, voilà ce que nous devons faire, voilà ce que nous ne devons pas faire. Notre diplomatie, il faut plutôt avoir une stratégie diplomatique qui aille dans ce sens. Tshisekedi se lève le matin, il ne sait pas ce qu'il va faire de sa journée. Voilà, M. Tite, pour terminer quand même, on peut quand même espérer aller dans la voie du médiateur qui garde espoir quant à l'avancement justement de ces deux processus pour pouvoir... Les deux. Il n'a pas parlé des deux. Lui, il a en charge la feuille de route de Luanda. Ouais. Et il espère ramener beaucoup plus la République démocratique du Congo. Ramener Tshisekedi à revisiter, à revoir cette position qui est meurtrière de neutralisation des FDLR, à ramener le gouvernement congolais avec l'appui de certains partenaires sur le chemin du dialogue. À défaut de faire ça, je pense que le temps n'est pas en faveur de Tshisekedi. Il va falloir qu'il réalise ça. Le temps n'est pas en sa faveur. Militairement, il a montré qu'il ne peut pas gagner cette guerre. Politiquement, je dis, la classe politique à Kinshasa, ce n'est pas ce qu'on pourrait souhaiter pour un pays. Et la population est en train de souffrir atrocement. Ouais. Et ça, c'est sur la tête du président. Et donc, s'il revient de New York, est-ce que quelqu'un va lui dire, écoutez par 2 fois le président Lorenzo, qui a la sagesse et qui a une solution pour la République démocratique du Congo et pour toute la région. Arrêtez de jouer à ce petit jeu-là qui peut vous être fatal. Merci beaucoup, M. Tite, pour avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup pour votre analyse et surtout. Merci beaucoup. Merci également à tous nos téléspectateurs. Merci également à notre complice Moussa Makweri Nuhu qui nous accompagne toujours pour la réalisation de cette émission. Révélé Baskamwe était à la présentation. À la prochaine.